Bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai promis qu'on allait expliquer ce que c'est qu'un algorithme. Mais avant ça, je vous propose un petit tuto cuisine. Alors voici la recette des crêpes. Donc je vais utiliser dans cette vidéo l'analogie très étroite qu'il existe entre d'une part ce qu'on a appelé dans la dernière vidéo les méthodes, mais qu'on va appeler à partir de maintenant les algorithmes, et d'autre part les recettes de cuisine. Ça va permettre de se familiariser avec les différents concepts des algorithmes grâce à un objet dont on a déjà l'habitude, c'est-à-dire les recettes de cuisine. Alors la recette des crêpes va se présenter de la manière suivante. Premièrement, mettre 300 g de farine dans un saladier et former un puits. Deuxièmement, y déposer 3 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de sucre et 50 g de beurre. Troisièmement, mélanger avec un fouet en y ajoutant progressivement 60 cl de lait. Et enfin, quatrièmement, verser une louche de pâte dans la poêle afin de former des crêpes. Donc on se rend compte que la forme que va prendre cette recette de cuisine, qui est à la base une méthode pour réaliser la cuisine, ça va être une suite d'instructions, dont il faudra exécuter l'une après l'autre chacune de ces instructions. Eh bien ça va également être la structure de base des algorithmes. Alors je vous propose de continuer à utiliser cette analogie avec les recettes de cuisine pour mieux comprendre ce que c'est qu'un algorithme. Donc on peut se dire qu'il serait sympa d'avoir une recette que l'on pourrait moduler en fonction du nombre de crêpes que l'on souhaite. Alors on va y aller par étapes. Dans un premier temps, on peut déjà réécrire notre recette de cuisine d'une manière qui n'est pas complètement surprenante justement pour des recettes de cuisine, c'est-à-dire avoir déjà une première partie où on va définir les quantités des différents ingrédients qui vont entrer en jeu, et d'autre part, avoir en deuxième lieu la liste des actions à réaliser. Alors vous notez que j'ai utilisé une syntaxe, c'est-à-dire une manière d'écrire les choses bien particulière, parce que ça va correspondre tout simplement à la manière dont on a l'habitude d'écrire les choses dans les algorithmes. Donc on va avoir un mot-clé qui est définir, qu'on va faire suivre d'une variable et égal à la valeur qu'on veut lui attribuer. Ensuite, on va pouvoir faire référence à la valeur actuelle d'une variable. Donc par exemple, j'ai mis mettre poids farine de farine. Donc on fait référence à la valeur de cette variable et on la prend en compte pour l'action. Ensuite, bien entendu, si on a envie de pouvoir moduler la recette en fonction du nombre de crêpes souhaitées, il va falloir quelque part prendre en entrée de la recette le nombre de crêpes que l'utilisateur de cette recette souhaite. Donc tout simplement, on va écrire au début de la recette, prendre en entrée NB crêpes, le nombre de crêpes souhaitées. Ensuite, si on se place dans le cas très simple où on a deux variantes de la recette, une pour 15 crêpes, une pour 30 crêpes, alors on va devoir utiliser du conditionnel, c'est-à-dire avoir du si telle condition, alors faire ça, sinon faire ça. C'est ce qu'on va appeler des structures conditionnelles dans les algorithmes, et on a l'habitude de les écrire de la forme dont je les ai écrits là. Donc là on va pouvoir écrire si nombre de crêpes égale à 15, alors je donne certaines valeurs aux différentes quantités des ingrédients. Sinon, je vais vérifier est-ce que le nombre de crêpes demandé c'est 30. Dans ce cas-là, je donne une autre valeur aux différents ingrédients, aux différentes quantités d'ingrédients nécessaires. Et sinon, je vais pouvoir dire tout simplement, la recette ne permet pas de répondre à ce nombre de crêpes puisque je n'ai que deux variantes, 15 ou 30. Et une fois que je sors de ces structures conditionnelles, je vais pouvoir continuer avec les instructions habituelles qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les instructions de la recette des crêpes. Et l'interprétation de ces structures est assez naturelle, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, alors on va réaliser les opérations qui sont entre le si et le sinon. Si elle n'est pas réalisée, alors on effectue au contraire les opérations qui sont entre le sinon et le fin si. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble comment pourrait se présenter la recette des blancs d'œufs en neige.
Alors la recette des blancs d'œufs en neige pourrait s'écrire de cette façon. Déposer 2 blancs d'œufs dans un bol, et tant que les œufs ne sont pas fermes, faire fouetter, fin tant que. Et enfin, dernière chose. Imaginez que l'on dispose d'une recette qui permette de cuisiner n'importe quelle quantité de compote de pommes. Comment, à partir de cette recette, je pourrais faire pour produire N pots de 50 centilitres de compote de pommes? Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre en entrée N le nombre de pots de 50 centilitres qu'on souhaite. Ensuite, appeler la recette de compote de pommes avec en entrée N fois 50 centilitres, la quantité nécessaire de compote de pommes. Puis, pour I variant de 1 à N, remplir le pot numéro I avec 50 centilitres de compote. Encore une fois, j'ai écrit cette recette et la structure pour d'une manière dont on a l'habitude de l'écrire pour les algorithmes. Alors si on résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans ces différentes recettes, on a vu la possibilité d'avoir une liste d'instructions et d'avoir des listes d'instructions structurées par des si, des tant que et des pour. On a vu aussi la possibilité de définir des variables et de leur attribuer des valeurs, puis d'appeler ces valeurs plus tard. On a vu aussi la possibilité de prendre en entrée des paramètres pour notre recette, et aussi la possibilité d'appeler d'autres sous-recettes ou sous-algorithmes. Eh bien, toutes ces choses vont être quelque part les ingrédients de base d'un algorithme. Et on a vu jusqu'à maintenant exactement à quoi va ressembler un algorithme. Tout ceci à un petit détail près. Les algorithmes ont une particularité par rapport au concept plus général de méthode dont on a vu que les recettes de cuisine faisaient partie. Les algorithmes ont fait une méthode de calcul. Alors, on a vu que les instructions de base des recettes de cuisine étaient des instructions liées à la cuisine, bien entendu, telles que fouetter ou verser. Eh bien, dans les algorithmes, les instructions de base vont être des calculs. Par exemple, multiplier, additionner, diviser ou faire une comparaison. Eh bien, ceci va avoir un intérêt principal, c'est que on va pouvoir donner à exécuter ces algorithmes à nos meilleures machines à calculer, j'ai nommé les ordinateurs. Alors, qu'est-ce que t'en dis de mon ordinateur? Alors maintenant qu'on a vu la partie cuisine, il y a une seconde partie qui est la partie manger. Et pour ça, on va retourner sur l'algorithme glouton. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, je vous invite à aller la voir. Mais je vais quand même rappeler en quelques mots en quoi consiste l'algorithme glouton pour le problème du sac à dos. Donc il s'agit d'avoir un sac qui est capable de supporter maximum P kilos. De l'autre côté, avoir N objets aux caractéristiques connues, donc leur poids et leur apport calorique. Et l'algorithme glouton va consister à emporter prioritairement les objets avec le meilleur ratio calories sur poids, jusqu'à ne plus rien pouvoir emporter dans le sac parce qu'on a atteint la limite des P kilos et que plus aucun objet ne pourrait tenir. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à réfléchir à comment on pourrait écrire cet algorithme glouton pour le problème du sac à dos à partir des structures qu'on a vues jusqu'à maintenant dans cette vidéo. Alors allons-y. Tout d'abord, on va prendre en entrée, sans beaucoup de surprise, les mêmes paramètres que l'on a vus la dernière fois pour le problème du sac à dos, c'est-à-dire P, la capacité du sac, N, le nombre d'objets disponibles, puis N couple de CI, PI, pour I allant de 1 à N, qui vont être respectivement les poids de chacun des aliments et le nombre de calories que va apporter chacun de ces aliments. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer par calculer les ratios pour chacun des objets. Pour cela, on va tout simplement faire pour I variant de 1 à N, définir ratio I égale CI sur PI.
Donc c'est la définition normale du ratio. Et on va en profiter aussi pour définir les variables xi égales à 0 pour commencer. Donc les xi, c'est les mêmes variables qu'on a discuté la dernière fois, c'est-à-dire xi égale à 0 va vouloir dire je ne prends pas l'objet numéro i, et xi égale à 1 va vouloir dire je prends l'objet numéro i. Donc on part d'un état où aucun des objets n'est pris. Ensuite, on va pouvoir définir deux autres variables. P actuel égale à 0. Donc P actuel, ça va représenter quel est le poids qu'on a actuellement mis dans le sac à dos. Donc au début, comme on n'a pris aucun objet, c'est 0. Et ensuite, une variable qui va représenter plus tard, vous allez le voir si l'algorithme est fini ou non. Et par défaut, ça va être 0. Et quand ça sera fini, elle passera à 1. À la suite de ces instructions, il va falloir avoir le bloc suivant, que je suis obligé de mettre sur une nouvelle page, mais qui doit être à la suite des instructions précédentes. Il peut avoir l'air compliqué, mais vous inquiétez pas, on va regarder ça en détail tout de suite ensemble, et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc premièrement, on va mettre tant que fini égale à 0, faire un certain nombre d'instructions, et jusqu'à fin de temps que. C'est-à-dire qu'on va boucler à l'intérieur de cette structure, et ce jusqu'à ce que fini égale à 1, et on verra plus tard qu'il y a un moment où on va pouvoir affecter 1 à la variable fini. Alors ensuite, pour chacune de ces boucles, on va avoir besoin de calculer quel est l'objet qu'on n'a pas encore pris qui a le meilleur ratio. Et pour faire ça, déjà on va définir deux variables auxquelles on va dans un premier temps donner la valeur 0. Ça va être meilleur indice, donc ça correspondra à l'indice du meilleur objet qu'on n'a pas encore pris, et d'autre part meilleur ratio qui correspondra au ratio de cet objet. Attention, devant la longueur de cette séquence demandant la mobilisation de toute votre concentration, la production a décidé de vous offrir une petite pause en visionnant une courte vidéo d'un chat confronté à une gamelle anti-glouton. Allez, reprenons les choses sérieuses. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement parcourir tous les objets en utilisant une structure pour i variant de 1 à n. Et ensuite, pour chacun de ces objets, on va pouvoir vérifier est-ce que ça vaut le coup de le prendre. C'est-à-dire, est-ce que d'une part, il n'est pas déjà pris, donc on va vérifier est-ce que xi égale à 0. D'autre part, est-ce qu'il rentre dans le sac, c'est-à-dire est-ce que PI plus P actuel inférieur à grand P, inférieur ou égal, donc PI ça va être le poids de l'objet qu'on est en train d'examiner, P actuel c'est le poids que l'on a déjà pris dans le sac, et ça doit donc être inférieur à la capacité du sac. Et enfin, on va vérifier est-ce que le ratio de cet objet est meilleur que le meilleur des ratios qu'on a vu jusqu'à maintenant dans cette boucle et qui vérifiait ces conditions. Alors si on a ces trois conditions, ça veut dire que l'objet qu'on est en train d'examiner, il est en fait meilleur que tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, et que donc il va falloir le prendre. Donc on va passer la variable meilleur indice à i, pour dire que pour l'instant c'est cet objet i qui a le meilleur indice, et on va mettre meilleur ratio à ratio i, qui est le ratio de cet objet. Alors arrivé là, on va avoir calculé quel est le meilleur objet à prendre en fonction de son ratio. Cependant, il reste une possibilité, c'est qu'il n'y ait aucun objet qu'on ait pu prendre. Tout simplement parce qu'on n'ait plus la place de prendre aucun objet. Et bien c'est très précisément le cas de figure dans lequel on va pouvoir dire que l'algorithme est fini. Comment on sait qu'on n'a pu prendre aucun objet? Et bien tout simplement si le meilleur ratio calculé est égal à 0. Donc on va pouvoir mettre si le meilleur ratio égale à 0, alors on va dire que l'algorithme est terminé. Et on sait que du coup on va sortir de la boucle tant que. Mais sinon, si ce meilleur ratio n'est pas égal à 0, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre l'objet qui correspond au meilleur indice, donc c'est-à-dire qu'on va mettre la variable x meilleur indice égale à 1,
Et par contre, on va devoir actualiser le poids actuel que l'on a dans le sac en additionnant tout simplement le poids actuel avec le poids du nouvel objet que l'on prend. Et on est reparti pour une nouvelle boucle. Voilà, c'est tout pour l'algorithme glouton. Mais attendez, la dernière fois on avait vu un autre algorithme pour le problème du sac à dos. L'algorithme de la force brute. Vous vous en souvenez ? Eh bien, je vous propose de réfléchir à comment on pourrait écrire cet algorithme avec les structures qu'on a vues, et je donnerai la solution dans la prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de vous donner une notion intuitive de ce qu'est un algorithme. Et ça va déjà correspondre très bien à la forme que prendront les algorithmes, d'une part dans les papiers de recherche, et d'autre part dans les programmes informatiques qui permettront aux ordinateurs d'exécuter ces algorithmes. Si l'on écrit un programme pour mettre en œuvre l'algorithme glouton dans un langage informatique, eh bien ça va ressembler beaucoup à l'algorithme qu'on a écrit précédemment. Il y aura seulement quelques différences de syntaxe, quelques différences de forme, mais sur le fond, ça sera très similaire. Alors je vous ai dit que cette série de vidéos concernait la théorie de la complexité. Et bien dans la prochaine vidéo, on va essayer de commencer à toucher du doigt ce que peut être ce concept de complexité, qui je vous rassure est beaucoup moins complexe qu'il n'en a l'air. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être au courant de la sortie des prochaines vidéos de cette série, et je vous dis à bientôt.